L'univers est vaste, merveilleux et fascinant. Mais pour ceux qui vont dans l'espace à la recherche du grand frisson, le voyage pourrait bien être sans retour. C'est un endroit dont vous pouvez très bien ne pas revenir. Ou en tout cas, pas tel que vous étiez en partant. Nous allons aller là où personne n'a jamais osé s'aventurer. Nous allons faire un voyage virtuel dans les endroits les plus mortels de notre galaxie et au-delà. Partons pour une aventure aux frontières de l'ultime. Celui qui veut traverser les jungles galactiques doit passer par des zones cosmiques en pleine effervescence. Des espaces mystérieux en proie à la violence. Ce sont en effet des endroits dangereux. On y trouve des phénomènes énergétiques beaucoup plus puissants qu'une bombe atomique en train d'exploser. Infiniment plus puissants. L'univers est un espace très brutal. Il semble déjà qu'il soit né d'une terrible explosion appelée le Big Bang, et toutes sortes de processus d'une grande violence s'y produisent. Le 27 décembre 2004, des satellites ont capté la plus grande explosion cosmique qui ait jamais été enregistrée. Située à 30 000 années-lumière, elle a eu le pouvoir d'altérer à un moment l'atmosphère supérieure de notre planète. Cette déflagration a été provoquée par un magnétar, une des étoiles les plus denses et les plus dangereuses qui soient. La force du champ magnétique d'un magnétar équivaut à 1000 milliards de fois celle du champ magnétique de la Terre. Elle serait capable d'effacer les informations d'une carte de crédit à 150 000 km de distance. Ce qui correspond à la moitié de celle qui nous sépare de la Lune. C'est donc très proche à l'échelle astronomique. Ces étoiles à neutrons possèdent le champ magnétique le plus puissant de tout l'univers. Les spécialistes ont confirmé la présence de 12 d'entre elles dans notre galaxie, mais elles pourraient être plus nombreuses. Brian Cameron, de l'Institut californien de technologie, le Caltech, scrute la Voie lactée à la recherche de ces objets étranges. Les magnétars sont une catégorie particulière d'étoiles à neutrons. Ils ont des champs magnétiques ultra puissants. C'est la forme la plus dense de matière de tout l'univers. Le premier magnétar s'est présenté sous la forme d'un événement de très haute énergie détecté à la fin des années 1970. Mais à cette époque, nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Il a fallu attendre le début des années 1990 pour que les chercheurs émettent l'idée que ces objets étaient dominés par des champs magnétiques. Et c'est ainsi qu'a été validée la théorie du magnétar. Les magnétars naissent au moment de l'agonie d'étoiles massives. Quand l'une d'entre elles meurt, elle commence par s'effondrer en une supernova. Parfois aussi, une étoile à neutrons peut se former à partir des cendres de cette supernova. Au cours du processus, certaines étoiles à neutrons deviennent des magnétars aux puissants champs magnétiques. Ceux-ci sont une source puissante de rayons X et de rayons gamma.
Nous pensons que les étoiles à neutrons ordinaires ont pour origine des étoiles dont la masse est 10 ou 20 fois celle du Soleil. Et nous avons la preuve que les magnétars sont nés d'étoiles sans doute plus massives, faisant 40 fois la taille du Soleil. Une étoile d'une telle masse serait trop lourde pour donner naissance à une étoile à neutrons. Au contraire, sa masse s'effondrerait en un trou noir. Pour qu'il y ait un trou noir, il faut qu'il y ait une accumulation d'une certaine masse et d'un certain volume. Et je ne sais pas pour quelle raison ces étoiles en sont capables. Selon une théorie, certaines étoiles massives suivraient un régime amaigrissant avant d'exploser sous forme de supernova. Elles perdraient ainsi 90% de leur masse. Si bien qu'au lieu de s'effondrer en un trou noir, l'étoile amaigrie deviendrait une étoile à neutrons avec d'immenses pouvoirs magnétiques. Quand la force magnétique atteint une puissance extrême, elle déforme la croûte du magnétar et produit des événements sismiques qu'on appelle les tremblements d'étoiles. Finalement, cette croûte craque sous le choc. Et le champ magnétique se reconfigure en ayant un taux d'énergie plus faible. Quand cela se produit, une boule de feu est lancée par l'étoile sur son côté. Les tremblements à la surface de l'étoile à neutrons sont donc provoqués par la montée de ces embrasements géants. Quand un magnétar subit une de ces conflagrations, toutes les étoiles de la galaxie sont illuminées pendant quelques dixièmes de seconde. À l'intérieur de ces embrasements géants se produisent de brèves explosions de rayons gamma qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Ces bouffées géantes d'énergie sont des explosions de rayons gamma. Elles durent moins d'une seconde. Et elles comprennent tout le spectre des rayons X, de couleur très dure par rapport à d'autres types d'explosions comme celles de rayons gamma. Si un voyageur de l'espace quittait sa trajectoire et avait la malchance de passer à 750 km de l'un de ces objets massifs, les conséquences seraient terrifiantes. Le champ magnétique du magnétar est capable d'altérer les atomes du corps humain, et ses forces gravitationnelles l'anéantiraient. Mais à quelle distance un magnétar peut-il causer des dégâts dans notre système solaire ? Certains pensent qu'une explosion de magnétar distante de 10 années-lumière produirait un cataclysme cosmique qui détruirait notre couche d'ozone et provoquerait l'extinction d'une grande partie de la population. La probabilité qu'un tel événement se produise est très faible. C'est même pratiquement impossible. C'est comme si une étoile ordinaire traversait le système solaire. Or, nous savons que cela n'a jamais eu lieu. Les spécialistes pensent que les magnétars ont seulement quelques milliers d'années et qu'ils seront très affaiblis au bout de 10 000 ans. Nous commençons juste à comprendre le cycle de vie des magnétars. Nous pensons qu'ils sont très récents. Mais quel âge ont-ils ? Cela reste une question. À côté des magnétars, les satellites et les observatoires terrestres ont remarqué dans l'espace d'autres objets violents. Des spécialistes ont confirmé l'existence d'une force fantomatique tellement puissante qu'elle pourrait bien être le phénomène le plus pervers de l'univers. Des voyous très discrets hantent toutes les galaxies. Ce phénomène très particulier déchiquette tout ce qui se trouve sur sa route et n'en fait qu'une bouchée.
C'est l'un des phénomènes les plus bizarres et les plus destructeurs que l'on connaisse. C'est le trou noir. Je pense qu'un trou noir est l'endroit le plus violent de l'univers. C'est comme si on passait une frontière et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Ce doit être comme une attraction fatale. Un trou noir est une région de l'espace où la pression de la gravitation est tellement immense que rien ne peut lui échapper, même pas la lumière. L'astrophysicienne et triathlète Feria Lozel tente de percer à jour les mystères qui entourent ces forces cosmiques insaisissables. Dans un trou noir, la force gravitationnelle est tellement puissante qu'aucune autre force ne peut rivaliser. Et tout s'effondre en un seul point. Feria Lozel dit que tout ce qui s'approche d'un trou noir y tombera, victime des effets de marée implacables provoqués par la gravitation. Imaginez que vous nagiez dans une piscine. Il n'y a pas de courant. Vous pouvez aller dans la direction où vous voulez. Maintenant, on vous retire de là et on vous met dans une rivière. Imaginez que le courant y soit beaucoup plus fort. Vous ne pouvez aller que dans le sens du courant. L'espace qui se trouve autour du trou noir agit comme dans cette rivière en furie. Vous ne pourrez jamais combattre l'énorme énergie qui vous entraîne. Quand un objet s'approche du bord, qu'on appelle l'horizon du trou noir, il atteint un point de non-retour. En vous rapprochant de l'horizon du trou noir, vous vous rapprochez de ce mouvement extrêmement rapide qui anime l'espace qui est en dessous de vous. À ce moment-là, la seule direction que vous pouvez prendre est celle du trou noir. Les trous noirs sont extrêmement mystérieux. C'est un endroit dont vous pouvez très bien ne pas revenir, ou en tout cas, pas tel que vous étiez en partant. Les trous noirs sont difficiles à détecter, parce que, comme leur nom l'indique, ils sont invisibles puisqu'ils sont noirs. Mais les spécialistes les localisent quand ils s'aperçoivent qu'un objet, comme une étoile qui passe par là, est affecté par leur force gravitationnelle. Un trou noir complètement isolé ne serait pas visible. Ce que nous apercevons, c'est la matière brûlante qui tourbillonne autour de lui et qui est aspirée. À la périphérie de ces objets très puissants, vous allez avoir tout un tas de radiations qui résultent du fait que le trou noir presse la matière, l'étire et la tord quand il l'absorbe. Les trous noirs avalent tout ce qui est à leur portée. Et il y en a des milliards qui rôdent dans l'univers. L'astrophysicienne Andrea Ghez fait partie des plus grands chasseurs de trous noirs au monde. Les trous noirs ne sont pas très sélectifs. Ils vont se nourrir de tout ce qui passe à leur portée. Ils se délectent autant en aspirant des gaz qu'en avalant une étoile ou une planète. Quand l'un d'entre eux absorbe une étoile, il commence par la déchiqueter. Il la mâche comme un fou. Il l'étire, il l'épuise. Il l'entraîne comme dans un tuyau d'écoulement. Elle est complètement pulvérisée.
Les trous noirs naissent de l'effondrement du noyau d'une étoile massive, un objet dont la masse est 25 ou 30 fois plus importante que celle du Soleil, voire plus. Quand elle arrive en fin de vie, l'étoile massive brûle son noyau. D'abord l'hélium, puis le carbone, le nitrogène et l'oxygène. Quand elle arrive au fer, elle n'a plus de combustible nucléaire. Et ce noyau de fer atteignant une certaine masse, il arrive un moment où il ne peut plus tenir et où il s'effondre en formant un trou noir qui est créé en même temps que la supernova. La supernova explose en émettant des quantités d'énergie, si bien que tout ce qui est à proximité est anéanti. Puis les débris de l'explosion tombent dans le trou noir qui vient de se former. Et il semble que la clé de l'attraction du trou noir soit la force de la gravitation. La force gravitationnelle va attirer les objets alentour comme elle fait tourner les planètes autour du Soleil. En fait, les étoiles vont tourner en orbite autour du trou noir pendant une grande partie de leur vie sans être aspirées. Elles sont parfaitement en sécurité tant que l'attraction fatale ne s'exerce pas sur elles. Mais si elles s'aventurent trop près, tout près du bord, elles sont avalées. Les spécialistes pensent qu'il y a des millions de trous noirs incontrôlables dans notre galaxie, la Voie lactée. Et comme ils ne sont pas aisément détectables, qui sait s'il ne s'en trouve pas un juste à côté de notre planète? À quelle distance risque-t-on d'être absorbé par un trou noir? Être trop près d'un trou noir, c'est être à une distance équivalente à celle entre le Soleil et la Terre. Mais c'est sans doute encore trop proche. Pour les futurs voyageurs de l'espace, mourir dans un trou noir serait un mode très violent de disparition. La manière dont le monstre vous détruirait dépend de sa taille, car on compte deux catégories différentes de trous noirs. La plupart d'entre eux sont des trous stellaires, dont la masse est 5 à 30 fois celle du Soleil. Si le trou noir est de la taille d'une étoile, les forces de marée qui s'exercent autour de lui sont assez fortes pour vous réduire en pièces, même si vous vous trouvez en dehors de son horizon. Si vous deviez tomber dans un trou noir, il vaudrait mieux que ce ne soit pas dans l'un de ceux-ci. Il vous réduirait à l'état de spaghetti. Mais à côté des trous noirs stellaires, on trouve de véritables monstres. Leur masse est des millions, voire des milliards de fois plus importante que celle du Soleil. Et les scientifiques pensent que ces géants occupent le centre de chaque galaxie, y compris la nôtre. Les trous noirs font partie des curiosités les plus énigmatiques et les plus dangereuses de l'univers. Un trou noir a un appétit dévorant. Il aspire tout ce qui est sur sa route et recrache ce qu'il ne peut engloutir. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert qu'il y avait des trous noirs supermassifs, qui sont des millions de fois plus importants que leurs cousins stellaires. On pense que les trous noirs supermassifs seraient nés après le Big Bang, au début de la création de l'univers. À leur naissance, lors de l'effondrement du cœur d'une étoile massive, ils seraient nés sous forme de trous noirs stellaires. Puis ils auraient grandi en se nourrissant essentiellement du gaz d'autres galaxies, avec lesquelles ils seraient entrés en collision. Les spécialistes ont découvert que ces ogres noirs exerçaient leur puissance au centre des galaxies.
On pense que les trous noirs supermassifs sont très certainement au centre de la galaxie parce que ce sont les objets les plus massifs. À cause de cette masse, ils ont tendance à sombrer au milieu. Et c'est pour cette raison que vous les trouverez toujours au centre d'une galaxie. Pendant longtemps, les spécialistes ne croyaient pas à l'existence d'un trou noir supermassif dans notre Voie lactée. Mais en 1995, l'astrophysicienne Andrea Ghez décide de prouver le contraire. Au cours des 10 dernières années, nous avons mené une expérience qui consistait à poser la question suivante: y a-t-il un trou noir supermassif au centre de notre galaxie? Pour ça, nous avons observé les mouvements des étoiles au centre de la galaxie pour voir s'il ne s'y trouvait pas une grande quantité de masse à l'intérieur d'un tout petit volume. Ce serait la preuve de l'existence d'un trou noir. L'observatoire Keck à Hawaï abrite un des plus grands télescopes du monde. C'est là qu'Andrea Ghez a commencé à utiliser une technologie révolutionnaire appelée l'optique adaptative qui permet de capter des objets extrêmement éloignés. Sur cette première image, obtenue sans le secours de cette technique, on ne voit rien à l'intérieur de ce grand carré. Avec le système d'optique adaptative, on y aperçoit des étoiles. Cette région du ciel abrite celles qui sont la clé de notre expérience. Nous voulons voir comment elles se déplacent. Andrea Ghez a remarqué qu'un vaste amas d'étoiles tournait autour d'un objet invisible au centre de notre galaxie et qu'elle se déplaçait à une vitesse inhabituelle. Nous voyons que ces étoiles sont très près du centre et à l'aide de ce système, nous pouvons les observer. Elles tournent autour du trou noir, tout comme notre planète tourne autour du Soleil. Leur orbite nous indique où se trouve le trou noir. Il est exactement là où sont ces étoiles, au centre de notre galaxie. Et en voyant à quelle vitesse va l'étoile et comme son orbite est resserrée, nous pouvons dire où est le trou noir dont nous pensons aujourd'hui qu'il équivaut à 4 millions de fois la masse du Soleil. Andrea Ghez a accompli un véritable exploit en confirmant la présence d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie. C'était très exaltant de découvrir ce trou noir supermassif au centre de notre galaxie. C'était la réponse à ce que nous cherchions. Nous avons posé la question: y a-t-il un trou noir? Et nous avons conçu une expérience qui a permis de le capter. Pour l'astrophysicien Andrew Hamilton, la mort dans un trou noir supermassif serait différente de celle qu'on rencontrerait au sein de sa cousine de masse stellaire plus petite. Si vous voulez aller là-bas en touriste et vivre cette expérience extrême qui consiste à tomber à l'intérieur d'un trou noir et à découvrir ce qu'il s'y trouve, faites donc un tour dans un trou noir supermassif. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans un trou noir stellaire, l'explorateur de l'espace serait mis en pièces avant même d'entrer dans le vortex fatal. Alors que dans le cas d'un trou noir supermassif, il tomberait d'abord en chute libre. Si la masse d'un trou noir supermassif est plus importante, sa taille l'est aussi. Ce qui signifie que les forces de marée sont assez faibles et que vous pourriez passer son horizon et tomber dans le trou noir sans être déchiqueté par l'effet de la force gravitationnelle. Mais au fond du trou noir, la force centrifuge issue de la rotation du trou noir produit une réaction. Et s'il y a la moindre matière à l'intérieur, alors ce qui tombe dans le trou noir va entrer en collision avec ceux qui essayent d'en sortir. Et ce choc d'énergie va produire un tourbillon inimaginable de plasma très chaud et très dense. Dans ce cas, vous êtes destiné à être rôti. À partir de quelle distance des voyageurs de l'espace seraient avalés par un trou noir supermassif situé au centre de la galaxie?
Pour un trou noir supermassif, il faudrait se situer entre 1,5 million et 1,5 milliard de kilomètres de lui pour sentir son influence. Au cours des années, le télescope à rayons X Chandra a capté les trous noirs supermassifs de notre galaxie. Ils grignotent de la matière cosmique, mais ne s'empiffrent pas comme les autres trous noirs supermassifs. Comparé à d'autres, notre trou noir est aujourd'hui inactif. Notre galaxie n'a que peu de gaz en son centre. Aussi, n'a-t-il quasiment rien à se mettre sous la dent. Il ne mange pas grand-chose. Il est à la diète. Le trou noir supermassif de notre galaxie semble être réduit au jeûne. Ceci est en partie dû au fait qu'en vieillissant, la galaxie a de moins en moins de matière à lui fournir. Mais, dans le futur, il pourrait être un peu plus actif s'il arrivait plus de gaz en son centre pour l'alimenter. Une façon de redonner de l'appétit à notre trou noir supermassif est d'entrer en collision avec une autre galaxie. Cela vous semble-t-il impossible? À 2 millions d'années-lumière de là, notre voisin le plus proche, la galaxie d'Andromède, se dirige vers nous à la vitesse de 110 km par seconde, ou 400 000 km/h. Selon les spécialistes, les deux galaxies entreront un jour en collision. Et sous le choc, la plus grande galaxie peut s'engager dans un des actes les plus primitifs que l'univers connaisse. C'est l'un des rituels les plus barbares en vigueur dans l'espace. Une galaxie plus vaste peut en dévorer une plus petite qu'elle. Ce scénario n'est pas né de l'imagination d'un écrivain de science-fiction. C'est une réalité cosmique. Et ce phénomène est appelé le cannibalisme galactique. Cet horrible événement se produit sur les autoroutes célestes, quand deux galaxies entrent en collision. Elles peuvent alors se mélanger au cours d'une fusion barbare. C'est très violent pour la galaxie. Elle est réduite en lambeaux. Joshua Barnes étudie la fusion des galaxies. Tel un enquêteur sur une scène de crime, il affirme que ses recherches démarrent un peu comme l'analyse d'un accident automobile. Imaginez que vous arriviez sur le lieu d'un accident de la circulation. Vous avez deux véhicules écrabouillés, mais pas de témoins. Personne pour vous dire ce qui s'est passé. Vous avez juste ces preuves physiques. C'est à peu près la même chose quand on étudie la collision de deux galaxies. Il n'y a pas de témoins. Tout ce qu'on a, c'est ce qu'il en reste. Il faut donc mener une sorte d'enquête pour tenter de reconstituer ce qui s'est passé sur la base de ce qu'on a aujourd'hui. Si le choc avait été frontal, vous le sauriez, parce que l'avant des véhicules serait en morceaux. Mais si le choc a été latéral, ce qui est le plus probable dans le cas des galaxies, l'épave aura un aspect tout différent, et il vous restera à interpréter ce que vous constatez. Qu'est-ce qui provoque la fusion des galaxies? C'est la gravitation. Dans l'univers, tout tombe en chute libre à travers l'espace. Quand vous avez deux objets aussi importants que des galaxies, leur force de gravitation les pousse l'une vers l'autre, et elles tombent l'une dans l'autre. C'est la seule force de gravitation qui pousse ainsi les objets. Les galaxies que l'on voit aujourd'hui entrer en collision sont, pour la plupart d'entre elles, destinées à se rencontrer depuis plus de 10 ou 15 milliards d'années. Mais c'est maintenant seulement que le choc se produit.
Notre galaxie, la Voie lactée, se dirige vers sa plus proche voisine, Andromède. Toutes deux sont des galaxies de forme spirale, mais Andromède a une masse 2 fois plus importante, avec un trou noir supermassif équivalent à 30 millions de soleils. C'est comme une sorte de balai. Vous voyez 2 galaxies qui se rapprochent. Elles dansent l'une autour de l'autre, vont de plus en plus vite, sont de plus en plus proches, et elles finissent par fusionner. Mais au moment de l'impact, ces danseurs galactiques exécuteront davantage qu'une pirouette. Chacune a un disque en spirale formé d'étoiles. Et autour de ce disque, un halo de matière sombre, invisible, que nous ne pouvons détecter que grâce à son champ gravitationnel. Ces 2 halos sombres, plus larges, vont se chevaucher quand les galaxies vont se croiser. En général, quand elles s'enroulent l'une autour de l'autre tout en se rapprochant, on finit par ne plus pouvoir les distinguer et leurs noyaux fusionnent. Quand Andromède et la Voie lactée se rencontreront, on assistera à la plus grande collision qu'ait jamais connue notre galaxie en 5 milliards d'années. La bonne nouvelle, c'est que dans le système solaire, nous sommes aux premières loges. Les 2 galaxies, leurs disques spiraux, se déchireront pour donner des formes fantastiques sous l'effet de marée. Quand les disques commencent à se rapprocher l'un de l'autre, ils libèrent de longs serpentins d'étoiles qu'on appelle les queues de marée. Le Soleil et le système solaire devraient être à l'abri. Mais c'est difficile à prévoir. Nous pourrions avoir la chance d'être sur une de ces queues de marée et avoir une vue d'ensemble de tout le processus en passant à côté. Ou alors nous pourrions être projetés en orbite et plonger vers le centre des galaxies en train de fusionner. Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Pendant la fusion, si notre système solaire se déplace à travers les franges extérieures d'Andromède, nous pourrions ne rien remarquer. D'un autre côté, de nombreuses étoiles et du matériau spatial pourraient être propulsés en direction des planètes et venir perturber leur orbite autour du Soleil. Toute la galaxie pourrait même devoir affronter un cataclysme cosmique. Cela pourrait avoir des conséquences non moins dangereuses. La première d'entre toutes pourrait être l'apparition de nombreuses formations d'étoiles à la suite de la fusion. Actuellement, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont emplies de gaz stellaire, la matière brute d'où naissent les étoiles. La fusion signifierait qu'un plus grand nombre de supernovas passerait dans notre voisinage. Et cela pourrait créer des ondes de choc, des explosions de rayons cosmiques qui auraient de graves conséquences. Après la fusion, le destin de notre système solaire serait incertain. Les trous noirs supermassifs d'Andromède et de la Voie lactée rivaliseraient pour conquérir le pouvoir au sein de cette nouvelle galaxie en construction. Quand elles fusionneront, elles donneront naissance à une nouvelle galaxie. Et ces 2 trous noirs supermassifs formeront une spirale au centre de celle-ci. Pendant un court instant, ils seront un trou noir binaire. Et ces trous noirs commenceront à absorber le gaz. Au fur et à mesure où les objets seront attirés par la collision, le gaz tombera dans ces trous noirs. Ils vont se mettre en marche et émettre des radiations. Mais il sera possible d'assister à de vrais feux d'artifice, puisque les trous noirs seront alimentés par la matière qui tombera. C'est une réelle possibilité. À ce moment-là, pour admirer le processus, il faudrait être sur une de ces queues de marée et avoir échappé à la collision. Certains spécialistes pensent que le vaste trou noir supermassif d'Andromède consumera la Voie lactée. Les 2 trous noirs vont former au centre une spirale et devenir un trou noir binaire, avant de fusionner l'un avec l'autre pour devenir un trou noir supermassif encore plus grand.
Ainsi, une petite galaxie qui entre en collision avec une grande est comme dominée par la grande galaxie. Elle verra la plus grande partie de son matériau absorbé par cette galaxie et sera consumée par elle. Pour les spécialistes, ces fusions de galaxies constituent le mode de vie de l'univers. Les galaxies contemporaines, y compris la Voie lactée, se sont agrandies en avalant de plus petites galaxies. La Voie lactée possède un renflement central composé d'étoiles qui sont probablement les vestiges d'une collision ancienne. La plupart des spécialistes sont d'accord pour dire que la fusion de la Voie lactée avec Andromède ne se produira pas avant 3 milliards d'années. Mais il peut y avoir des dangers plus immédiats. Nous avons à des millions d'années-lumière des voisines, des galaxies hyperactives qui sont particulièrement violentes. Au cœur de certaines d'entre elles vivent des monstres cosmiques qui transforment le trajet de la Voie lactée en un parcours extrêmement dangereux. Les quasars sont des objets bizarres. Leur puissance leur vient d'un trou noir supermassif qui avale en permanence de grandes quantités de matière, plus de 10 à 20 étoiles chaque année. Au cœur de ces objets vit un grand trou noir. Et le rôle de ce trou noir est de générer une énorme quantité d'énergie. Les quasars sont les mécanismes les plus efficaces du cosmos. Ils émettent plus de puissance que 100 galaxies normales. Et ils sont 10 milliards de fois plus vastes que le Soleil. Mais comment naissent les quasars ? Il y a une relation directe entre les dernières étapes de la fusion galactique et ce qu'on appelle le phénomène des quasars. Si la Voie lactée et Andromède entraient en collision, nous pourrions avoir un quasar actif au centre des galaxies en fusion, pendant 10 ou même 100 millions d'années. Et il produirait près de 100 fois plus d'énergie qu'une galaxie normale. En étant sur une orbite qui nous conduise au centre de la galaxie, nous nous rapprocherions de ce quasar et nous serions alors brûlés. Le mot quasar signifie source quasiment stellaire, autrement dit émetteur d'ondes radio qui ressemblent à une étoile. Le mot a été inventé alors que le quasar était encore un mystère. Nous savons aujourd'hui que ces objets ne sont pas le moins du monde des étoiles. En plus d'émettre des ondes radio et de la lumière visible, ils diffusent des rayons ultraviolets, des ondes infrarouges, des rayons X et des rayons gamma. Ils sont tous mortels si l'on s'en approche trop. Le quasar est un trou noir supermassif qui agit à très longue distance. Il est puissant, il émet de la lumière et nous pouvons l'observer dans de nombreuses catégories d'ondes. Les quasars ont été décelés pour la première fois dans les années 60. Mais les radiotélescopes devenant de plus en plus performants, les astronomes ont découvert que de puissants jets s'échappaient de certains d'entre eux. Ceux-ci sont appelés des blazars. C'est sans doute un des phénomènes les plus violents de l'univers.
Les blazars tirent leur puissance des trous noirs comme les quasars, mais en même temps ils sont différents. Toute l'énergie qui est concentrée en eux s'échappe sous forme de jets lumineux extrêmement puissants. Le jet de plasma du blazar produit une radiation sous forme d'onde couvrant un spectre qui va de l'onde radio jusqu'au rayon gamma. L'astrophysicien Glenn Piner a enquêté sur les conditions qui règnent au cœur de ces étranges objets. Nous pouvons utiliser cette fontaine pour visualiser la forme d'un blazar. La base circulaire de la fontaine représente le disque d'accrétion. Le jet d'eau qui en sort représente le jet de plasma qui s'échappe du blazar. Si la planète Terre était dirigée vers l'endroit d'où sort l'eau, nous pourrions apercevoir un blazar. Pour un astronome, c'est comme fixer une lance à incendie. Vous êtes littéralement ébloui quand vous tentez de regarder cet objet qui flamboie et qu'on appelle un blazar. Les jets du blazar se déplacent exceptionnellement vite. Les plus rapides que l'on ait observés se déplacent à 99,9% de la vitesse de la lumière. Si vous prenez un petit objet comme cette boule de bowling et que vous voulez l'accélérer jusqu'à 99,9% de la vitesse de la lumière, vous auriez à lui fournir toute l'énergie produite dans le monde en une semaine pour lui impulser cette vitesse. Lorsqu'il s'agit des blazars, nous n'accélérons pas de petits objets comme ces boules de bowling, mais de grandes masses équivalentes à celles de Jupiter, ou même plus encore. Les jets reçoivent donc du blazar des quantités incroyables d'énergie. Les blazars ont des conséquences inimaginables sur les objets cosmiques qui passent trop près de ces jets mortels. S'il y avait une planète située à quelques années-lumière seulement d'un de ces jets, la radiation émise serait des millions de fois celle d'une étoile. Et elle y serait exposée en permanence. Je ne crois pas qu'on pourrait découvrir de la vie sur une planète qui serait sous le jet d'un blazar. À l'heure actuelle, les spécialistes réunissent les radiotélescopes du monde entier pour disposer du grossissement nécessaire pour zoomer sur le jet d'un blazar. Pour vous donner une idée de ce dont nous avons besoin, il faudrait atteindre un grossissement qui permettrait de lire de New York le journal que quelqu'un tiendrait à Los Angeles. Nous aimerions voir le trou noir le plus près possible pour expliquer la façon dont ces jets sont accélérés et portés à de telles vitesses. Et nous aimerions aussi savoir de quoi exactement sont faits ces jets, car nous l'ignorons encore aujourd'hui. Avant d'en savoir plus sur les blazars, les astronomes vont continuer à les surveiller, tout comme les autres endroits dangereux et incontrôlables de l'espace. Il est vrai que des événements violents se produisent dans l'univers. Cela représente énormément d'énergie, beaucoup plus que tout ce que nous pouvons imaginer sur Terre. C'est comme si des milliards de soleils brillaient en même temps. Voilà la quantité d'énergie dont nous parlons. Mais le fait que nous en soyons très éloignés contribue à la survie des espèces. Si nous voyagions plus loin dans l'espace, nous aurions davantage à nous en soucier.